Bonjour à tous. On va commencer dans une minute. Simplement attendre parce qu'il y a encore quelques participants qui doivent se joindre à notre présentation. Donc, on vous revient dans un instant. Donc, bonjour à tous et bienvenue au webinaire Immigration et solidarité au temps de la COVID-19. C'est un événement que nous produisons en collaboration avec l'équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs, l'ERICA, mais aussi la chaire de recherche d'excellence du Canada sur les migrations et l'intégration à Ryerson University. Donc, l'équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs, c'est une équipe qui regroupe des chercheurs et chercheuses venant de 6 universités québécoises ainsi que du ministère de l'Immigration, de l'Intégration et de la francisation du Québec. Et l'ERICA a comme objectif de faire émerger des nouvelles connaissances sur l'immigration au Québec et dans le monde grâce à une approche interdisciplinaire. La chaire de recherche d'excellence du Canada sur l'immigration et l'intégration à Ryerson University soutient les recherches sur les liens entre les processus de migration et de post-migration, la mobilité forcée, la migration volontaire, que ce soit à l'échelle interne ou à l'échelle internationale. Et la Charte s'intéresse aussi au rôle des pays d'origine et de transit dans la mobilité internationale. La Chaire diffuse des travaux et produit des travaux qui portent sur le Canada, mais aussi des travaux comparatifs. Donc, aujourd'hui, on a invité 3 personnes pour venir nous parler de la question de la solidarité et de l'immigration au temps de la COVID-19. Et avant d'aller dans les présentations et le concept du séminaire, j'aimerais juste mettre de l'avant quelques notes techniques associées au format de notre rencontre de ce midi. Alors, cet événement, d'abord, il faut que je vous le dise, sera enregistré et sera disponible sur plusieurs plateformes web dans les jours qui suivront. Nous allons vous faire parvenir le lien pour cet enregistrement-là, donc vous serez en mesure de le diffuser auprès de vos contacts, de l'utiliser dans différentes modalités. Mais notez par contre que comme nous travaillons en mode webinaire, votre confidentialité, votre identité est protégée parce qu'on ne voit pas le nom des personnes qui assistent au séminaire dans le cadre de la modalité webinaire et que nous n'enregistrons pas non plus cette information dans la captation vidéo. Donc, notre webinaire aujourd'hui, il va se dérouler en 2 étapes. Premièrement, on aura des courtes présentations de 10 minutes que chaque intervenant fera. Et deuxièmement, il y aura une période de questions. Pour poser des questions, nous vous demandons d'utiliser le bouton questions et réponses qui devrait être présent en bas de votre écran, soit en bas à droite, soit en bas à gauche. Ça dépend de quel format de Zoom vous utilisez. Donc, vous avez cette plateforme-là que vous pouvez utiliser, mais vous pouvez aussi poser des questions dans la section converser ou dans la section chat, dépendamment de la langue de votre Zoom. Moi, je vais tout au long de la séance prendre ces questions en note et les poser aux intervenants une fois qu'ils auront terminé leur présentation. De même, tout au long de la séance, moi, je demeure en ligne pour pouvoir vous aider avec tout problème technique que vous pourriez avoir avec la plateforme. Donc, c'est tout pour les éléments techniques. Maintenant, le webinaire à proprement parler. Alors, les politiques migratoires sont souvent des lignes de fracture en matière de solidarité. On n'a qu'à penser aux frontières qui sont vraiment des lignes physiques de fracture. Mais en même temps, l'histoire de l'immigration est féconde en termes d'exemples de fraternité, de protection et d'expansion des droits humains. Alors, qu'en est-il dans le contexte de la COVID-19? Est-ce que la mobilité internationale transforme et génère de nouvelles vulnérabilités? Est-ce qu'elle crée aussi des élans de solidarité? Puis est-ce que ce serait possible aussi que cette crise, que ce moment puisse nous permettre de penser plus largement à comment élargir cette solidarité-là au sortir de la COVID-19. Donc, est-ce qu'il serait possible d'imaginer de nouvelles formes de solidarité dans le régime migratoire, qu'elles soient transnationales ou locales, et plus d'inclusion plus largement?
Donc, pour parler de ces grandes questions, puis pour vraiment essayer d'explorer un aspect un peu plus positif de ce qui se passe présentement, nous avons invité 3 personnes qui mettent de l'avant des visions de la solidarité et de l'immigration pour cette période trouble. Donc, il nous fera plaisir d'entendre tout d'abord Anna Triandafilidou, qui est titulaire de la chaire de recherche d'excellence du Canada sur l'immigration internationale à Ryerson. Anna est sociologue de renommée internationale et experte des politiques migratoires. Dans un deuxième temps, on aura M. Leslie Seidel, qui est directeur de recherche du programme Évolution de la communauté fédérale canadienne à l'Institut de recherche en politique publique à Montréal, l'IRPP. Il est aussi expert conseil en politique publique et de 2000 à 2015, il a dirigé le programme Diversité, Immigration et Intégration à l'IRPP. Et finalement, Catherine Ardez, qui est chercheure postdoctorale à l'Université Concordia et membre du Centre pour l'étude de la politique de l'immigration, le CEPI. Ses recherches portent sur les politiques d'immigration et d'intégration dans les États fédéraux. Donc, je leur ai donné le défi à ces 3 personnes de parler pour environ 10 minutes et ils connaissent mon regard de la mort quand les gens ne respectent pas le temps. Alors, je leur laisse tout de suite le micro. On va commencer avec Anna et ensuite, on aura une période de questions. Donc, sans plus tarder, Anna, parle-nous. Merci Mireille, je suis très contente d'être là. Et bon, ton regard de la mort, ok, je regarderai bien. Tout d'abord, bonjour à tout le monde, bon l'après-midi, je suis très contente d'être là et d'avoir un webinaire en français. Et donc, ces questions très importantes, je crois pour le Canada et pour le monde. Et effectivement, tu sais, Mireille, jusqu'à hier, je me rappelle plus de quoi j'écrivais dans le monde post-Covid. Et une collègue a dit, bon, post-Covid ou bien dans le monde, dans le contexte Covid, parce qu'on n'aurait pas cru si quelqu'un nous avait dit au mois de février ou bien mars qu'on serait toujours là au mois de juin à ne pas pouvoir travailler sur place dans nos bureaux, avoir des vrais séminaires. Moi, personnellement, j'y aurais pas cru. Mais quand même, voilà, le défi d'aujourd'hui, c'est de penser positif et de penser non pas seulement de la crise, mais aussi des opportunités que cette situation, la pandémie nous offre. Je voudrais dire que pour moi, cette réflexion a été aussi une réflexion personnelle. Je suis nouvelle au Canada, je viens d'arriver l'été dernier. Et voilà, quand la crise est commencée ici aussi, je me rappelle lire un commentaire Twitter et quelqu'un disait your own country, ton propre pays. Et je me demandais quel est mon propre pays dans ce contexte. C'est le pays de ma citoyenneté, c'est-à-dire la Grèce, le pays où j'habitais avant de venir ici pour plus de 10 ans, c'était l'Italie, ou bien le Canada, où c'est vraiment mon pays de maintenant. Et je ne saurais pas dire, en fait, je donnerai 3 réponses à la question. Ce qui m'a porté à la réflexion aussi en voyant la clôture des frontières, qu'effectivement, mon mari est à l'étranger quand le Canada a fermé ses frontières. Il a dû rentrer vraiment, prendre le premier vol, vraiment sauter sur l'avion pour pouvoir rentrer, comme on n'est pas des résidents permanents. Et là, je me suis aussi posé le problème de la responsabilité. C'est notre responsabilité vers qui? Vers les concitoyens, les co-résidents. Et on a vu surtout en Italie, au début, il y avait beaucoup de commentaires là-dessus sur la question, par exemple, des étudiants au nord d'Italie qui avaient leur famille au sud. Et quand le nord d'Italie a été vraiment identifié comme un focus de la pandémie, plusieurs jeunes gens sont partis, ils ont pris le train juste avant que les frontières régionales commençaient à être contrôlées pour rentrer chez eux. Et quelques-uns ont même visité leurs grands-parents dans je ne sais pas comment le dire, les cases de riposo, vous voyez, les senior care homes. Et on ne se rendant pas compte que peut-être dans quelques jours, vous savez, à l'époque, personne n'était peut-être tellement au courant de la maladie, du fait du retard, des symptômes, etc. Et donc là, on parlait de citoyens qui avaient effectivement porté la maladie dans notre région, tandis qu'on a vu tous les États fermer leurs frontières pour essayer de protéger leurs citoyens, leurs résidents.
Effectivement, ça a eu des impacts très importants pour l'immigration, surtout pour un pays comme le Canada, où il y a toujours des gens qui arrivent, qui ont été approuvés leur demande de permanent residency ou bien d'un work permit. Et en fait, il y a eu cette idée, les citoyens en vont, les résidents en vont, et il faut arrêter le virus. Et là, on a eu d'autres exemples où on s'est posé la même question. Moi, ça m'a beaucoup marqué l'histoire d'une femme, d'une dame de l'Équateur qui vivait en Espagne et qui est rentrée chez elle en Équateur. Effectivement, elle était malade, elle ne le savait pas, elle a contagié sa famille. Elle-même, elle est morte. 3 membres de sa famille sont morts. Et puis, elle a vraiment créé son savoir, une contagion en communauté, un grand problème dans sa vie. Et effectivement, elle a commencé un discours, si vous voulez, on ne veut pas un enfant citoyen qui était immigrant, on ne veut pas qu'il retourne. Donc, les immigrants ont dû comment dire, affronter des frontières qui étaient fermées, soit pour aller quelque part, si on avait cette langue, on était en train d'immigrer, mais aussi de rentrer dans le propre pays. On a vu de pareilles instances dans d'autres pays aussi, des travailleurs migrants, par exemple, des pays du Golfe Persique, par exemple, du Dubaï, qui voulaient rentrer en Inde, ils avaient des problèmes. Et d'autre part, je dois dire, en fait, ça, c'était la question qui un peu se trouve à la racine de ma réflexion. Mais dans le même temps, je me suis dit, tiens, il y a eu pas mal de solidarité transnationale, soit de solidarité entre les pays. Par exemple, je crois que le Canada a donné le bon exemple à M. Trump et aux États-Unis quand vous vous rappelez peut-être de l'essence où, je crois que c'était après mars ou début avril, où le président des États-Unis avait bloqué tout un cargo des masques et d'équipements sanitaires qui devaient venir de la part de la compagnie 3M au Canada. Et il y avait des appels au Premier ministre canadien de faire pareil. Et par exemple, de bloquer le mouvement des travailleurs dans le secteur de la santé qui passent de Windsor et travaillent du côté américain. Et il a dit non, moi je ne ferai pas ça. Donc, c'était vraiment, à mon avis, une instance de solidarité transnationale en action. Pareillement, la France et l'Allemagne, deux pays de conflits qui se sont trouvés souvent en conflit dans l'histoire, que maintenant c'est changé des unités de care intensives en transférant les malades quand il n'y avait plus de place, par exemple dans les hôpitaux de l'Alsace. De l'autre part, on a vu aussi une mobilisation, si vous voulez, transnationale, mais dans le territoire national. Et je pense, par exemple, au Québec, à la mobilisation pour la régularisation du statut des demandeurs d'asile qui travaillent comme frontline workers. On a vu aussi le Canadian Refugee Council se mobiliter contre la culture des frontières pour les réfugiés. Et on a vu aussi maintenant une grande mobilisation pour ce qui concerne les travailleurs dans les fermes, par exemple du sud d'Ontario. Il y a eu récemment 2 victimes, 2 jeunes hommes qui sont morts du Covid. Et on s'est rendu compte que toutes les conditions que le gouvernement fédéral avait proclamées, toutes les conditions spéciales ne sont pas toujours effectivement suivies, ou bien les employeurs les suivent, les appliquent pour les premières 2 semaines en ce qui concerne la quarantaine. Et puis, ça redevient comme avant. Et les gens n'ont pas l'équipement de protection qu'il leur faut. Ils sont aussi affrontés avec du racisme, disons, des comportements discriminatoires, soit sur place,
parce qu'ils ne veulent pas perdre leur travail et dans le même temps, les employeurs n'ayant pas assez de travailleurs, ils leur demandent de travailler 7 jours sur 7 pour de très longues heures, etc. Mais on a vu vraiment qu'il y a eu toute une de Migrants Alliance et d'autres organisations à faveur de ce travailleur. Et on pense que ça vraiment peut nous porter à des réformes plus structurales et plus long terme. Donc là, je me demande si la crise, en n'étant pas la cause de certaines inégalités sociales, de certaines injustices, mais en fonction un miroir ou bien même comment dire, un magnifying lens, vous voyez, une façon de voir ces problèmes de façon plus intensive et plus forte, de nous faire penser qu'il y a des choses qu'on devrait changer et cette crise nous donne l'opportunité de changer. Je pense précisément aux travailleurs dans le secteur de l'agriculture, en Canada et partout, si vous voulez, sinon pas dans le monde, je dirais dans l'Amérique du Nord et dans l'Europe, et aussi les travailleurs dans le secteur du soin et de la santé. Et voilà, j'ai fini ma petite introduction avec ces commentaires. Merci. Merci Anna et merci d'avoir respecté le temps. Je n'ai pas eu besoin d'activer mon regard dangereux. Je vais maintenant laisser la parole à Leslie Seidel. Leslie, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Merci à Mireille de cette invitation. C'est un sujet très pertinent dans le contexte actuel. En ce qui concerne la solidarité, nous vivons actuellement au Québec et au Canada un genre d'étude de cas dont la conclusion n'est pas encore certaine. Il s'agit de certains demandeurs d'asile, surtout d'origine haïtienne, qui sont arrivés au Canada depuis 2017. Pour les participants québécois, cette histoire est en grande partie connue, mais pour les participants en Europe, c'est peut-être nouveau ou pas très bien connu. Donc, je vais donner un certain nombre de détails de base pour décrire les enjeux de ceci. Le Canada est connu comme un pays assez généreux en ce qui concerne le rétablissement des réfugiés. Nous avons reçu environ 50 000 Syriens depuis 2015. Cependant, le nombre de demandeurs d'asile a rarement été substantiel. Nous ne sommes pas l'Italie ou la Grèce, en partie en raison de notre position géographique. Il n'est pas très facile d'arriver aux frontières ou aux limites maritimes du Canada. Mais il y a eu des exceptions, et la plus importante, à l'été 2007, un flux de demandeurs d'asile a commencé via une route inédite, le chemin Roxham, un petit chemin de campagne entre le nord de l'État de New York et le sud du Québec, où il n'y avait pas de poste frontalier. Il y en avait un jusque dans les années 50, mais il n'y en a pas depuis. Donc, c'est vraiment un petit chemin où les gens sont passés entre les arbres et étaient reçus par la gendarmerie royale à l'autre côté. Les demandeurs ont profité de ce qu'on considère une faille, ou certains considèrent une faille dans une entente entre le Canada et les États-Unis sur les pays sûrs. Selon cette entente, les migrants qui arrivent aux États-Unis ne peuvent pas être admis au Canada pour demander asile en se présentant à un poste frontalier régulier. Mais si les gens se présentent ailleurs, comme ces demandeurs ont fait, leur demande doit être considérée au Canada. Le flux de migrants est resté au niveau de près de 5 000 par mois jusqu'au mois de septembre 2018, donc pendant une année et un peu. Entre février 2007 et février 2020, plus de 55 000 personnes ont demandé l'asile au Canada.
Le chemin Roxham a été fermé le 21 mars dernier dans le cadre de la réponse à la COVID-19 et bien entendu, il est toujours fermé. Parmi les demandeurs d'asile dont j'ai parlé, les Haïtiens ou les gens qui réclament qu'ils ont fait face à la persécution en Haïti étaient les deuxièmes plus nombreux après les gens du Nigeria. Les Haïtiens dénombrent 8557 jusqu'à maintenant. À la fin de 2019, plus de la moitié des demandes d'asile des Haïtiens n'étaient pas encore résolues. Alors, il s'agit de presque 5000 cas qui n'ont pas encore été traités par les autorités fédérales qui s'en occupent. Ce chiffre comprend bien entendu les demandes qui sont en appel. Parmi les cas qui ont été décidés, plus de la moitié ont été rejetés. Ces personnes risquent d'être expulsées quand les déportations recommencent. On ne sait pas quand, mais on va présumer qu'un jour, cette partie de notre système d'immigration retournera au processus habituel. Alors, pour maintenant parler des réclamations des gens d'origine haïtienne, nous avons une communauté assez importante des gens d'origine haïtienne à Montréal, centrée dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Un organisme communautaire, la Maison d'Haïti, a encouragé des centaines de demandeurs d'asile à devenir préposés aux bénévoles. Ce sont des gens qui s'occupent des patients, mais qui n'ont pas la formation d'infirmiers, infirmières ou de médecins. La formation pour devenir préposé aux bénévoles dure environ 3 mois. Et on a dit aux demandeurs d'asile qu'il ne devait pas être difficile de trouver un poste après parce que depuis assez longtemps, il y a une pénurie surtout dans les centres hospitaliers de soins de longue durée. On les appelle les CHSLD ici. Passons maintenant au printemps de cette année. La COVID-19 a frappé les CHSLD de façon violente. Je vous épargne les pires histoires, mais plus de 2/3 des morts de la pandémie au Québec ont eu lieu dans ces centres. Si on compte les autres résidences pour les personnes âgées, le chiffre augmente à 80%. Donc, quand on dit que c'est une maladie de la vieillesse, nous l'avons vraiment vécu ici au Québec et surtout à Montréal. Bien qu'un chiffre exact ne soit pas disponible, jusqu'à 800 demandeurs ou peut-être davantage des gens d'origine haïtienne travaillent dans les CHSLD. Plusieurs ont attrapé la maladie, plusieurs aussi travaillaient dans plus d'un centre, dont il y avait un risque et certainement des cas de transmission entre les centres et aussi, et ceci est devenu très important, de transmission au sein de la communauté parce que beaucoup de ces préposés habitent l'arrondissement de Montréal-Nord. Montréal-Nord compte maintenant le plus grand nombre de morts de la COVID-19 dans toute la région montréalaise. Un organisme a été établi il y a plusieurs semaines, Consultation haïtienne pour les migrants. Et elle a écrit au Premier ministre du Québec et du Canada, et je lirai un passage de leur lettre ouverte qui touche vraiment la question de la solidarité. Nous faisons appel à votre sensibilité afin de vous pencher sur le sort de ces travailleurs essentiels qui revendiquent le statut de réfugié. Ces personnes nous apportent leurs compétences, leur dévouement et leur dignité afin de nous aider à combattre cette pandémie tout en risquant leur propre santé et celle de leur famille qui est vraie. Nous peinons à imaginer que nos anges gardiens
puissent être expulsés du pays sitôt la bataille gagnée. Petit mot sur l'expression « ange gardien », c'est le Premier ministre Legault qui a utilisé cette locution presque quotidiennement pendant la crise. Il donnait une conférence de presse à tous les jours, moins souvent maintenant, mais c'est devenu un événement important pour une bonne partie de la population québécoise. Deux petits mots sur la juridiction dans le domaine de l'immigration, parce que ceci est important pour la suite de ma petite présentation. L'immigration est un domaine partagé entre les provinces et le fédéral. S'il y a un conflit, le gouvernement fédéral a le dernier mot. Il y a un accord très important entre le Canada et le Québec qui a été signé en 1991 et en vertu de cet accord, le Québec choisit les immigrants économiques qui désirent s'installer au Québec. Quant à la réponse du gouvernement du Québec à cette réclamation de consultation haïtienne, le premier ministre Legault a réagi de façon assez négative au début. Peut-être il a mal compris la demande ou peut-être il voulait éviter des questions épineuses, mais il a dit au début qu'il ne voulait pas encourager davantage de personnes à traverser par le chemin Roxham, chose qui n'est pas possible dans le contexte actuel, bien entendu. Plus tard, il a adouci sa position. Il a demandé au ministre de l'Immigration du Québec de revoir les demandes cas par cas. Je ne sais pas comment ceci pourrait être fait parce que l'examen cas par cas se fait au niveau fédéral par des autorités dévouées à l'examen des demandes des réfugiés. Au niveau fédéral, le Premier ministre Trudeau s'est montré favorable au concept de régularisation et tous les partis représentés à la Chambre des communes sont en faveur, sauf les conservateurs. Plus tôt cette semaine, le ministre de l'Immigration fédéral a fait une présentation au Conseil des ministres et il a proposé une mesure de régularisation. Ce ne serait pas un programme permanent, mais plutôt une mesure temporaire autorisée par les ministres en vertu de ses pouvoirs particuliers selon la loi sur l'immigration. Donc, pour être accepté comme résident permanent, il devrait rencontrer les critères suivants. Être demandeur d'asile, incluant les demandeurs d'asile déboutés et ceux dont la demande est en attente. Détenir un permis de travail valide et avoir travaillé dans le domaine de la santé pendant au moins 120 heures pendant la période allant du début du confinement, du signalement du premier cas, le 25 janvier 2020, jusqu'à la date de l'annonce de la mesure. Donc, la mesure n'est pas encore établie. Il faudrait que le Conseil des ministres fédéral l'autorise en bonne et due forme. Ce qu'ils ont considéré cette semaine était simplement une présentation. Il y a des discussions avec le gouvernement du Québec parce que, en vertu des accords entre les deux gouvernements, le Québec doit accepter toutes les personnes résidant au Québec qui seraient acceptées par cette nouvelle mesure. Donc, le gouvernement du Québec n'a pas de veto en ce qui concerne la mesure, mais il serait très, très difficile politiquement d'aller à l'encontre du gouvernement du Québec. Je ne peux pas prévoir combien de temps il prendra pour ces discussions, mais je prévois qu'il y aura un genre d'entente informelle. Il est dans un sens utile politiquement pour le gouvernement du Québec que le fédéral fasse la plupart du travail.
et de ne pas être blâmé comme le Premier ministre Legault était au tout début, de tourner le dos aux gens qui ont travaillé dans les centres de soins à longue durée. Donc, je termine en disant que deux choses. Nous allons ajouter une mesure temporaire au programme d'immigration. Ceci n'est pas si surprenant parce que le programme d'immigration comprend beaucoup de différents morceaux, beaucoup de différentes portes d'entrée. Et il y a des exemples par le passé. À la fin des années 2000, il y avait un programme qui a été développé pour les interprètes qui ont aidé les forces armées en Afghanistan et environ 350 demandeurs principaux en ont profité, sont venus au Canada avec leur famille. Et deuxièmement, c'est intéressant de voir comment le concept de la solidarité figure en tout ça. Quand les gens commençaient à entrer au Canada par le chemin Roxham, je n'ai pas vu de sondage d'opinion publique, peut-être qu'il y en a, mais j'avais le sentiment que ceci n'était pas très, très bien regardé parce que c'est un peu comme sauter la queue, entrer par une autre porte que la porte habituelle, que ce soit un réfugié qui arrive à l'aéroport Pearson et qui réclame son statut, ou quelqu'un qui arrive au Canada par les autres processus visant la résidence permanente. Mais quand on commençait à parler des anges gardiens, ce que les gens ont contribué, les risques auxquels ils ont fait face, j'ose dire que l'opinion publique a tourné. Peut-être que je me trompe, peut-être s'il y avait un sondage, peut-être qu'il y en avait un qui a été fait, peut-être qu'il n'y a pas une majorité de personnes qui sont en faveur, mais la classe politique, à quelques exceptions, au Québec et à Ottawa, est en faveur. Et donc, c'est une histoire assez intéressante qui n'est pas encore terminée, comme j'ai dit au début. Et bon, merci. Je pense que j'ai pris un petit plus de temps que prévu, Mireille, mais merci de me laisser terminer mon histoire. Parfait, merci beaucoup, Leslie. Et dans la conversation, j'ai aussi j'ai mis un lien vers un texte que Leslie a écrit sur cette question qui ajoute aussi beaucoup plus de détails à l'histoire qu'il vient de nous raconter. Je vais maintenant passer la parole à Catherine Ardez qui va nous parler de sa version de la réponse. Merci beaucoup à tous d'être là, merci Mireille. Moi, je voudrais parler effectivement de solidarité et d'immigration parce que c'est vrai que depuis que cette crise a commencé, puis si vous vous intéressez à la migration, on a vu quand même beaucoup d'analyses qui montraient à quel point les choses étaient difficiles. Puis de manière générale, on sait que les histoires ou les discours sur l'immigration sont souvent assez pessimistes ou alors puis c'est des histoires difficiles, puis c'est certain que la crise actuelle va être extrêmement difficile sur plein d'aspects, on l'a vu, ça peut être la question de la xénophobie, des frontières, du racisme. Aujourd'hui, le pari, c'est d'un peu de regarder de l'autre côté, le côté peut-être plus lumineux de l'histoire, mais de se dire, finalement, cette crise sanitaire, peut-être aussi qu'elle offre une opportunité de repenser la migration, de repenser les politiques d'immigration de manière un peu plus positive, en peut-être révélant certains aspects, par exemple, puis j'y reviendrai, le rôle vraiment fondamental des migrants dans nos sociétés, notamment, et on en a déjà parlé, mais dans les soins de santé. Et pour ça, ce que je voudrais vraiment mettre en avant aujourd'hui, mon argument, c'est de dire, pour regarder peut-être cet aspect positif ou pour voir comment changer les choses, c'est d'insister sur les idées, les discours, les narratifs qui entourent la migration. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure que j'étudiais les évolutions des politiques publiques, des décisions, c'est de faire attention aux idées. Au discours, à ce qu'on appelle les cadres ou le cadrage d'une histoire, les frames, le framing, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va insister sur tel ou tel aspect. Puis dans la migration, c'est super important parce qu'on sait que des histoires vraiment, ou alors des cadres assez restrictifs ont mené aux politiques actuelles. Je parle évidemment surtout en Europe. Pour l'instant, je suis à Bruxelles, donc je prends un peu mes lunettes d'européenne, mais c'est sûr que ça influence beaucoup ce qui s'est passé. Et la question que je veux poser par rapport à ça, c'est de se dire, si on prend l'autre côté.
comment est-ce que la crise qu'on vit actuelle, la pandémie, pourrait aussi influencer peut-être positivement ou influencer positivement nos vues, les discours qu'on a ou nos perceptions de la migration, et alors générer plus de solidarité, plus d'empathie par rapport aux migrants. Puis c'est sûr que ce n'est pas une question facile, mais j'ai essayé, puis c'était aussi dans un texte, je pense Mireille le référencera, mais dans un texte que j'essayais d'écrire, de dire oui, mais comment est-ce qu'on pourrait aussi voir des choses importantes qui se passent et qui pourraient changer les politiques pour plus de solidarité, plus d'empathie. Premier élément que je voudrais mettre en avant, c'est justement cette contribution des migrants à nos sociétés. Je pense que c'est quelque chose qui a été vu, qui a été mis en avant et que peut-être beaucoup de personnes n'en étaient pas autant conscients, et ça s'est très fort vu, on en a déjà parlé, mais dans les soins de santé. Parce que qui sont ce qu'on appelle en première ligne, qui sont les gens en première ligne? On a vu la contribution des migrants, que ce soit les docteurs, les infirmiers, les infirmières, que ce soit justement les personnes qui prennent soin des personnes âgées, puis qui ont été en première ligne, qui ont aussi payé un lourd tribut, puis qui ont été affectés par la maladie. C'est un révélateur, ça veut dire que ça existait déjà avant, ces statistiques. Maintenant, il y a plein de statistiques qui sortent, puis on le voit, ça peut être parfois jusqu'à 1/3 du personnel médical dans certaines régions, dans certains pays, qui sont des migrants. C'était déjà le cas avant, mais on ne le voyait pas. Donc, ce qui est intéressant là, c'est vraiment cette idée de prise de conscience ou de révélateur sur lequel il faut insister. Il y a les faits, il y a les statistiques. Puis il y a aussi les histoires qu'on raconte, puis je sais pas, j'ai cette anecdote et puis ce truc qui me reste en tête de Boris Johnson, donc le Premier ministre britannique, qui a eu le coronavirus, qui a été hospitalisé, puis qui, quand il sort, décide de remercier les services de santé. Puis dans sa note de remerciement, alors qu'il est quand même pro-Brexit, qu'il avait un discours très dur envers l'immigration pour la fermeture de frontières, il a été le premier à reconnaître finalement que ceux qu'il avait soignés, à lui-même dire « Ah, je remercie telle et telle personne qui sont des migrants en disant leur pays d'origine, d'où ils venaient, je pense que c'était Portugal, Nouvelle-Zélande. » Alors, c'est sûr, c'est un peu une anecdote parce que c'est un discours, ça va peut-être pas tout changer en un coup, mais ça peut changer les choses parce que justement, ça met en lumière cette contribution. On peut parler des soins de santé, on pourrait parler de l'agriculture, on peut parler du transport. Les migrants sont vraiment des gens super importants dans nos sociétés. On peut espérer que cette crise, cette pandémie va mettre en avant qu'il est grand temps de reconnaître leur contribution aussi, que ça doit mener à, justement, comme on en a déjà parlé, peut-être à un meilleur traitement dans ces migrants, mais de voir aussi la solidarité que les migrants ont eue envers leur société, parce que ces migrants ont continué à travailler, puis notamment dans les soins de santé, c'est eux qui ont soigné et tout. Donc, révélation peut-être de cette contribution qui existait déjà, c'est pas nouveau, mais c'est intéressant de voir comment, parce que c'est mis en lumière, que ce soit par des statistiques, des discours, ça peut changer nos perceptions ou les politiques. Le deuxième élément, donc après cette contribution, un deuxième élément important qui me paraît par rapport à la migration, c'est assez basique, mais de se dire qu'on a eu une prise de conscience assez brutale au niveau individuel puis dans les sociétés de la vulnérabilité. Que chaque être humain est très vulnérable, qu'en une seconde, notre vie peut changer, que la vie est fragile, qu'on peut être confronté à la mort, à une catastrophe. Puis, c'est sûr qu'on le savait déjà. Peut-être ma génération, par exemple, je pense qu'on le savait moins, puis on l'avait peut-être oublié. Mais ce sentiment de vulnérabilité, il est important parce que c'est un sentiment de vulnérabilité que beaucoup de migrants connaissaient déjà. Puis les personnes déplacées, celles qui doivent fuir leur pays, qui laissent tout du jour au lendemain, qui ont été confrontées à des catastrophes, ils en étaient conscients de cette vulnérabilité. Peut-être que dans les sociétés occidentales, plus protégées, on a oublié cette vulnérabilité. Pourtant, il faut se rappeler que c'est cette vulnérabilité même qui est à la base de la protection internationale, donc du droit d'asile, la Convention de Genève, tout le système du droit d'asile, quand c'est fait en 1951. C'est fait parce que justement, il y a des personnes déplacées en Europe, les réfugiés sont en Europe, sont européens, il y a des camps de fortune, ils ne savent pas si tout est détruit, ils ne savent pas s'ils pourront revenir. Et donc, c'est ça qui est la base du droit d'asile, qui a été pensé, cette reconnaissance de la vulnérabilité. Puis peut-être que dans la protection internationale, on avait oublié ces fondements, on avait oublié cette vulnérabilité. Puis on peut espérer, il faut se rendre compte justement quand je parlais d'idées, de discours, qu'en remettant ça, le fait que la vie peut changer en une minute, qu'on a tous peut-être besoin d'un jour de protection, puis que c'est difficile, il y a des moments difficiles qui peuvent nous amener à mettre des choix difficiles aussi, à quitter peut-être notre pays. Ça pourrait aussi changer nos perceptions, même les politiques, et on peut espérer que cette vulnérabilité, qu'on gardera cette prise de conscience par rapport aux migrants également.
Et le troisième élément par rapport à ces idées, ces discours qui peuvent évoluer, qui peuvent faire évoluer les politiques publiques derrière ici, c'est une autre prise de conscience, mais qui est que celle que les menaces ne s'arrêtent pas aux frontières. Parce que ça a été un discours qui a été très fort là en Europe, que les frontières, fallait fermer les frontières, que la menace venait toujours de l'extérieur, qu'on serait plus sain et sauf à l'intérieur, un peu comme si on fermait la clé de notre maison, puis qu'on ne sortirait jamais. Or, si cette crise a bien démontré quelque chose, c'est que des menaces comme un virus, ça ne s'arrête pas aux frontières. Puis, dans le futur, on peut aussi se dire que ce sera la même chose pour des catastrophes naturelles ou d'autres phénomènes où on aura beau fermer la porte de notre maison, on ne sera pas forcément plus en sécurité à l'intérieur. Et surtout, quand on s'enferme, on ne peut pas demander d'aide non plus. Et ça, c'est très fort, je pense, et c'est une opportunité aussi à saisir, c'est de se rendre compte que parce que tout a été bouleversé et c'est terrible, il y a des conséquences terribles aujourd'hui, mais c'est aussi une manière de se dire peut-être que la manière dont on parle de l'immigration ou les termes du débat peuvent changer. Et puis, ceux qui suivent un peu les débats sur la migration, ils auront remarqué qu'il y a souvent des dichotomies. On oppose deux camps ou deux choses. Par exemple, le nous et le eux, ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à l'extérieur, ou encore ceux qui seraient les migrations qui sont dites forcées contre les migrations qui seront dites volontaires. Idem pour les migrations régulières ou irrégulières. C'est des termes qui, aujourd'hui, ou ces conceptions, tout a été un peu bouleversé. Parce que, comme on le voit, des migrations irrégulières sont devenues plus ou moins régulières. Ceux qui étaient à l'intérieur ne pouvaient plus sortir. Donc, qu'est-ce que c'est être à l'intérieur, être à l'extérieur? Idem pour les statuts qui évoluent. Qu'est-ce qu'une migration forcée aujourd'hui alors que les frontières sont fermées? Donc, je pense que c'est aussi important de se rendre compte que la manière même d'imaginer le débat sur la migration pourrait être pensée, puis que c'est une opportunité. On en a vu des exemples. Moi, il y a toujours ce cas au Portugal qu'on cite en Europe, qui a été le premier pays à dire, en fait, pour combattre la pandémie, on va régulariser les migrants qui sont en attente de statut, les réfugiés, pour qu'ils aient accès aux soins de santé, parce que finalement, ce n'est pas eux, nous, pour qu'on puisse combattre la pandémie, on a besoin d'être tous ensemble. De même, ils sont à l'intérieur, peu importe leur statut, on va faire en sorte de combattre la pandémie. Puis il y a d'autres initiatives de régularisation dans d'autres pays. Alors c'est sûr que ce n'est pas toujours le cas, puis qu'il y a des débats difficiles, mais il faut quand même le voir, il faut le souligner, parce que justement, ça peut nous montrer qu'il y a des possibilités de développer plus cette solidarité, peut-être grâce à cette crise. Alors, c'est sûr que c'est un peu un statement que je fais ou quelque chose qui est une prise de position par rapport à ça, mais il faut aussi se rendre compte qu'au-delà des aspects négatifs qu'il faut étudier et qui sont importants à souligner, il y a aussi l'idée de cette opportunité où qu'on peut changer les choses. Et moi, je crois très fort à l'importance de renverser les narratifs, c'est-à-dire pas seulement d'insister peut-être sur les choses qui sont difficiles, mais aussi d'insister sur les dynamiques ou les discours d'inclusion qui ont eu lieu pendant cette crise par rapport aux migrants, sur cette contribution des migrants, que ce soit dans les soins de santé, jusqu'à amener juste la nourriture dans nos maisons, sur nos tables. De même, de se rendre compte que les politiques, oui, elles peuvent évoluer. Des changements qu'on croyait inimaginables ou infaisables avant ont pu avoir lieu parce que justement, c'est possible. Ça a été le cas au Portugal. On voit qu'au Québec aussi, il y a des demandes qui existent et puis qui seraient plus favorablement accueillies parce qu'on est peut-être plus ouvert, où on voit plus les choses. Donc voilà, continuer à renverser les narratifs et puis surtout être conscient de l'influence des idées, des discours, puis de la promotion de ces idées, ces discours pour influencer les politiques peut-être dans un second temps. Puis je vais arrêter là parce que j'ai peur elle regarde plus Mireille, mais j'ai peur de ses yeux, de ses yeux de timing. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Anna. Et merci beaucoup, Leslie, pour ces interventions. On a reçu quelques questions dans la boîte. Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être commencer avec une première question et ensuite voir qui souhaite y répondre parce que c'est une question plus générale. Et ensuite, j'irai avec des questions peut-être plus directes à une ou l'autre. Alors, la première question, ça vient d'une personne qui est présentement en train d'effectuer des recherches avec des personnes migrantes
adolescentes subsahariennes au Maroc. Donc, cette chercheure-là est au Maroc, qui est toujours sous état d'urgence, du moins jusqu'au 10 juillet. Puis elle nous rappelle que elle travaille avec des populations qui sont particulièrement précaires dans ce contexte-là. Puis elle voulait savoir, en tant que chercheur, comment, dans un tel contexte, faire preuve de solidarité et comment continuer une telle recherche tout en mettant de l'avant une posture solidaire. Donc, je sais que vous avez tous les trois travaillé avec des personnes en situation d'immigration précaire où on avait parlé. Donc, quels seraient les conseils et peut-être aussi penser à quelle pourrait être l'éthique de la recherche en immigration en période post ou pendant COVID, là, pour reprendre un peu le terme d'Anna. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut essayer de s'attaquer à cette question compliquée. Anna, oui, absolument. Oui, je crains qu'il n'y a pas une bonne réponse à la question de la collègue au Maroc, dans le sens que quelqu'un se demande ce que je fais, est-ce que ça a un sens quand on voit des tragédies pareilles, évoluer. Mais je dirais que ce qu'un chercheur ou une chercheuse peut faire, c'est d'écrire un blog ou faire un webinaire. Et en fait, Mireille, tu sais, on pensait qu'on voulait avoir un peu de perspective du côté de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, attirer l'attention, soit de chercheurs, soit de politiciens ou du public en général. Pour ce qui concerne ces gens-là, je connais bien déjà les défis qui existaient là pour les migrants irréguliers au Maroc. Je peux imaginer comment la situation sera encore plus difficile dans ce moment. Je voudrais aussi dire un mot, si tu veux Mireille, sur les espaces régionaux et l'Union européenne. Il y a eu une question de la chat. Effectivement, c'est intéressant tout d'abord qu'il y a eu une interaction très vive en Europe entre les États membres et l'Union européenne. Les États membres qui demandaient à l'Union européenne de prendre la leadership. Et l'Union européenne, à mon avis, a pris la leadership jusqu'à un certain point. Il y a eu toute une réflexion. Effectivement, oui, la valeur de la citoyenneté européenne a été, disons, confirmée parce qu'il y a eu beaucoup moins de clôture des frontières à l'intérieur de l'Union européenne. Et on sait maintenant que dans l'Union européenne, on va offrir les frontières pour tous les citoyens. Je crois que c'est demain ou lundi. Tandis que pour l'extérieur, il faut encore attendre en moins de 2 semaines. Ce qui vraiment a rendu l'importance, soit symbolique, soit politique, soit économique, si vous voulez, de l'Europe unie, plus importante, plus visible. Et il y a eu aussi la question de la solidarité à l'intérieur de l'Union européenne. Et, ceci dit, moi je voudrais en fait souscrire à ce que Catherine et aussi Leslie ont dit, qu'il faut vraiment penser aussi à la vulnérabilité des réfugiés ou des immigrants temporaires dans certains secteurs, dans la santé ou l'agriculture, mais aussi un peu intérioriser ça et se rendre compte maintenant qu'en fait, tu as tout à fait raison, Catherine. Nous, on pense, même comme des immigrants, comment dire, de luxe, je dirais, comme moi, qu'on a tout sous contrôle, c'est tout bien organisé, bien prévu. Et le Covid nous a très vivement rappelé que ça peut changer. Et je crois, j'espère que ça va effectivement avoir un effet positif, que tout le monde va se rendre compte. Peut-être je dois penser, je dois me mettre qu'on dira la position de l'autre avec plus d'empathie. Merci, Anna. J'ai une question maintenant, peut-être à laquelle Leslie pourrait répondre. En lien avec l'intervention sur les demandeurs d'asile et le travail dans les centres de soins à longue durée, l'autre chose qui a été mise de l'avant par la pandémie, c'est vraiment la précarité des formes de travail et le fait que plusieurs personnes qui sont immigrantes ou qu'on
attribuerait ou qu'on identifierait comme étant des personnes immigrantes travaillent dans des formes de travail précaire. Et on a une personne qui nous pose la question, qu'est-ce qui se passe pour les travailleurs livreurs? Est-ce qu'on peut penser justement à une façon dont leur travail aussi peut être reconnu? Et j'aimerais peut-être voir, Leslie, si tu peux nous éclairer là-dessus. Je ne peux pas parler explicitement des livreurs, mais je vais utiliser la question pour offrir deux, trois observations. D'abord, je suis entièrement d'accord avec les autres panélistes que la COVID-19 a fait planer de la lumière sur les personnes vulnérables et surtout le travail précaire. Et les gouvernements commencent à le reconnaître. Il y a plusieurs exemples, mais je vais donner un très, très bon ici au Québec, au risque de faire ennuyer les Québécois qui écoutent, mais je présume qu'il y a des participants ailleurs. Le gouvernement du Québec, le premier ministre Legault personnellement, a annoncé un nouveau programme par lequel il y aura une formation de 3 mois pour de nouveaux préposés aux bénévoles. Et ceux qui réussissent la formation auront l'occasion d'être engagés dans le secteur de la santé. 10 000 postes ou 10 000 places pour la formation. Les gens seront payés, je crois bien, 21 $ à l'heure pendant la formation. À la suite, et ceci s'applique aux centres de soins à longue durée publics, pas les privés, les gens feront un salaire annuel de 49 000 Canadiens, qui est un salaire très respectable dans ce domaine, au moins 2 fois ce que les préposés font maintenant, peut-être 2 fois et demi. Le programme a reçu 80 000 demandes. Je ne sais pas combien de personnes seront exclues pour des raisons assez claires, mais la formation devrait commencer d'ici le 15 juin. Alors, j'imagine quelque part, il y avait beaucoup d'entrevues Zoom qui ont eu lieu et qui ont lieu pendant que nous parlons ici. Mais c'est un exemple, à la suite de la crise, que le gouvernement du Québec a décidé de bouger, d'investir des ressources. Il y a beaucoup d'autres domaines, y compris les gens qui travaillent dans le secteur privé, des maisons à longue durée, mais donnons crédit où c'est mérité. C'est une bonne initiative de la part du gouvernement du Québec. Absolument. Merci, Leslie. J'ai maintenant une question pour Catherine. La question, c'est que ton intervention a beaucoup parlé de la mise en lumière de la contribution des immigrants et des personnes en situation d'immigration précaire au fonctionnement de la société en général. Et j'aimerais savoir si peut-être on entrevoit des limites à cette idée-là de contribution comme étant la base d'une nouvelle solidarité dans le contexte migratoire. Je pose la question parce que la notion de contribution est quand même centrale dans des régimes d'immigration sélectionnés comme celui du Canada. Et on voit que ça crée aussi beaucoup de pression pour les personnes immigrantes de toujours devoir démontrer la contribution, le désir de contribuer et tout ça, et que certaines personnes critiquent cette idée-là de contribution justement parce qu'elle irait à l'encontre de notions plus larges de la solidarité qui ne seraient pas basées sur la contribution. Donc, est-ce que tu t'entrevois des limites à ça? Puis comment est-ce qu'on peut utiliser le moment actuel pour, oui, pouvoir voir cette contribution-là, mais sans non plus en faire une condition intrinsèque pour l'inclusion et l'appartenance? Merci pour la question. Oui, c'est vrai que c'est un défi parce que je le disais, ce qui est surprenant pour des gens qui sont intéressés par la migration et qui étudient la migration, c'est à quel point le statut comptait pour tout, c'est-à-dire si tu es régulier ou irrégulier, puis c'était ça la chose la plus importante. Alors que maintenant, effectivement, finalement, ce qui précède ou qui peut changer le statut, c'est la contribution, puis je l'ai dit, dans différents secteurs.
Oui, on peut être inquiet sur certaines choses parce qu'effectivement, cette idée qu'on doit donner pour recevoir, ça peut effectivement mener à certains travers. C'est le cas des systèmes d'immigration. C'est le cas si ça devient super économiste comme logique, c'est-à-dire que c'est que ce que tu apportes à l'économie qui te donnerait ça. Comme je l'ai dit, la protection internationale, le droit d'asile, il est basé sur la vulnérabilité, pas justement sur le fait qu'on a besoin de protection. Ça ne veut pas dire qu'on ne contribuera pas, mais ça veut dire d'abord qu'on a besoin de cette étape pour faire autre chose. Je pense quand même que ce qui est intéressant, au-delà de ce risque, c'est de voir à quel point, oui, c'était la contribution qui comptait peut-être déjà avant, mais que des immigrants les plus qualifiés. Puis ça, c'est quand même quelque chose qui est important, c'est de voir que les immigrants qu'on dit moins qualifiés ou peut-être qu'on ne mettait pas en lumière leur contribution, on voit qu'ils existent aussi parce qu'il y avait beaucoup, et je parle en Europe, mais c'est le cas aussi au Canada, hein, des systèmes d'immigration qui essayent de recruter les meilleurs, les plus diplômés. Et donc, on avait cette idée que l'immigration ne pouvait contribuer que si on était dans justement les compétences les plus hautes, les domaines les plus hauts. Aujourd'hui, je pense que ce qui peut changer, c'est oui, c'est la contribution, mais de voir qu'on peut contribuer à petite échelle, puis que c'est peut-être pas les contributions qu'on attendait le plus qui participent. Alors, c'est sûr que la solidarité, elle est quand même basée sur un échange, sur le fait que quand quelqu'un a besoin de quelque chose, ben, il peut se reposer sur quelqu'un d'autre, et inversement, donc c'est la question de la réciprocité aussi en tant que telle. Et si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à une des questions avant, par rapport à l'Europe et les espaces régionaux et la fermeture des frontières, je pense que c'est aussi quelque chose, une prise de conscience peut-être des Européens, de savoir ce que c'est des frontières fermées. Puis je parle en connaissance de cause, je suis une Européenne, je suis belge, j'ai toujours un passeport européen, mais qui me permettait d'aller partout. Et puis là, alors qu'en Europe, on a quand même des mouvements durs, hein, d'extrême droite, radicale, qui sont pour la fermeture des frontières et tout ça, on s'est rendu compte aussi la question de la prise de conscience, puis d'être à la place de l'autre, ce que c'est d'avoir une frontière fermée. Et puis de ce que c'est, il y a beaucoup d'histoires en Belgique, c'est un tout petit pays, hein, on est entouré par plein d'autres pays, puis des familles qui peuvent plus se voir, puis des gens, des travailleurs transfrontaliers, plein d'histoires qui me paraissent évidentes pour moi parce qu'en étudiant l'immigration, je sais que oui, quand on est migrant, on est séparé de sa famille, puis qu'on ne peut pas toujours retourner, que c'est des questions de visa, qu'on ne peut pas faire venir sa famille forcément. Puis aujourd'hui, le fait que ça a été retourné, on peut espérer que le fait de se souvenir de ce que c'est une frontière, puis à quel point c'est tranchant, puis il n'y a pas de négociation possible. On est à l'intérieur, on est à l'extérieur, puis ça peut nous couper de nos familles, de nos moyens de subsistance, ça peut tout changer. Ça peut être aussi quand même une évolution qui pourrait, de nouveau, si on veut dépasser ces dichotomies ou dépasser la manière dont on voyait peut-être trop traditionnellement la migration et on a voulu la mettre dans des cases, de nouveau, si c'est question de compétences, on peut faire émerger un nouveau débat, mais évidemment, ça demande du travail de modifier les discours, les idées, pour faire modifier les politiques aussi. Voilà. Absolument. Merci, Catherine. Et c'est vraiment ça le défi maintenant au sortir de la crise, c'est comment est-ce qu'on peut créer les conditions d'un réel dialogue et d'un réel débat public, surtout dans un contexte où potentiellement une crise économique et des conditions vont peut-être mener à une certaine fermeture des cœurs et des frontières. Alors, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. On a vraiment simplement gratté la surface, mais je remercie nos 3 intervenants qui ont vraiment mis de l'avant des visions différentes, mais je pense très compatibles de ce que pourrait être ce monde solidaire de l'immigration dans l'après-COVID. Juste quelques notes avant de terminer la diffusion. Donc, nous vous invitons bien sûr à visiter le site de l'ERICA pour en apprendre plus sur nos événements. Il y a un lien dans les communications que vous avez reçues liées au webinaire qui vous permettront de visiter ce site-là. Et pour en apprendre plus aussi sur nos recherches, je vous invite à visiter le nouveau, ou à plutôt écouter le nouveau podcast que l'ERICA a commencé à organiser. Et je vais juste mettre le lien dans les commentaires. Ça s'appelle Migration en question et ça touche des questions de recherche en immigration, tout pays et tout contexte confondu. Nous avons 2 épisodes déjà disponibles et nous en aurons un autre lundi qui sera présenté. Et donc, pour terminer, je vous annonce que nous vous enverrons aussi un lien pour la captation vidéo de l'événement par courriel et aussi tous les liens qui ont été partagés dans la section conversation.
afin que vous puissiez non seulement lire sur les idées qui ont été mises de l'avant, mais aussi vous informer sur, par exemple, les processus de régularisation dont on discute présentement, dont Leslie nous a parlé. Donc, sur ça, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un très bon début d'été et une très bonne journée venteuse si vous êtes à Montréal. Donc, merci. Merci à toi, Mireille. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.